Bon, mais bonsoir à tous. Alors, qui connaît Bitcoin ou connaît bien Bitcoin ici quand même, bon, on va reprendre du coup un petit peu malgré tout Bitcoin et après on passera un peu plus sur l'objet de la conférence qui est clé de voûte du pair à pair ou pas et cheval de Troie ou pas, on verra plus tard. Donc ça voilà, comme je vous le dis, le plan ça va être de rapidement décrire ce qu'est Bitcoin, puis après de débattre un peu plus sur le lien entre Bitcoin et le pair à pair de manière générale. Et après, on discutera avec Jacques ensemble de tout ça. Donc, la révolution Bitcoin, c'est d'abord c'est un objet multiple. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est à la fois un réseau, à la fois une monnaie, à la fois, enfin, Bitcoin recoupe beaucoup de symboles et de sens. Et donc, ça, c'est pour ça que je mets un caméléon, parce que finalement, Bitcoin est assez protéiforme. Et pour arriver à Bitcoin, il y a une assez longue route, mine de rien, qui date des années 90. Alors je ne vais pas parler de tout ce qui va être politique, parce que ça a été abordé dans d'autres conférences, notamment celle de Julien, je pense. Et donc on a d'abord Hashcash, après on a Bimoni, donc cela je la passe rapidement, mais c'est juste pour vous dire qu'en gros chaque petit principe de Bitcoin a été trouvé au fur et à mesure du temps. Et c'est comme ça qu'on en est venu à une invention qui est avant tout un assemblage et pas quelque chose qui sort de nulle part. Ça utilise majoritairement des technos qui sont assez vieilles finalement. Donc Bitcoin, c'est avant tout un protocole, et ça, il faut vraiment prendre en compte cela, dans le sens où c'est un système normalisé, un système de règles normalisées pour communiquer entre plusieurs machines ou entre plusieurs humains. En tout cas, un protocole recoupe ce sens, et c'est le cas de Bitcoin. Donc le grand B, le Bitcoin avec un grand B, c'est un protocole, et c'est comme HTTP, comme de nombreux autres protocoles qu'on utilise au quotidien, on les voit pas forcément, mais en tout cas, c'est grâce à eux qu'on peut communiquer de manière normalisée et que vous pouvez accéder, par exemple, au web, que ce soit depuis un appareil mobile ou que ce soit depuis n'importe quel appareil embarqué ou un appareil qui peut avoir, en tout cas, accès à ces protocoles-là. Et c'est ça l'intérêt d'un protocole, c'est de pouvoir créer un système de règles qui soit compatible entre différentes sortes de machines, en quelque sorte. Et pour ce qui est de Bitcoin, on a pour le coup un protocole qui va être ancré sur la propriété et la valeur, enfin surtout la propriété, la propriété numérique. Et c'est ça la force de Bitcoin, c'est d'avoir créé finalement un protocole de propriété numérique. Et dans le sens où les bitcoins peuvent être en quelque sorte représentés comme des terrains numériques qu'on ne fait que s'échanger finalement, on ne change que les propriétaires de ce terrain numérique qui est Bitcoin. Et après, il y a donc Bitcoin qui est une unité. Et bien sûr, j'oubliais, le réseau fait partie du protocole et est en pair à pair. Mais Bitcoin, c'est aussi une unité, donc des jetons qui vont être infalsifiables, qui vont être non duplicables, qu'on va pouvoir, entre guillemets, transférer, conserver. Donc ça va jouer le rôle finalement d'une propriété qui peut conserver de la valeur, qu'on peut concéder, donc vraiment d'un actif dont on est propriétaire. Donc ces deux notions sont vraiment liées, même si les deux notions auraient pu s'appeler différemment. Le protocole Bitcoin pourrait s'appeler différemment. Oui, il y a peut-être une chose à préciser, c'est qu'en fait, il y a une véritable révolution de la part de Satoshi qui est de se passer de la monnaie fiat, parce que tout ça, au niveau du protocole, c'était déjà dans les tuyaux. Simplement, il y avait un moment où, comment on solde les comptes en monnaie réelle, il fallait sortir du système. Et finalement, ce qui est génial, c'est d'avoir décidé qu'on se passerait de la monnaie réelle, qu'on servirait de ces jetons que En créant de la Satoshi, propriété voilà, numérique. que Satoshi définit aussi comme simplement une série de signatures. L'intuition, c'est de dire la série de signatures lors de chaque transfert finit par fabriquer cet objet qui peut servir de monnaie et qui nous permet de nous passer de monnaie fiat. Exactement. Et donc, comme on le voit, Bitcoin est duel. Et là, on va parler vraiment de l'innovation de manière générale, donc autant du protocole que des jetons. Donc comment ça marche assez rapidement, c'est vraiment, comme je disais, un subtil équilibre de différentes technologies. Alors à la fois la crypto asymétrique, à la fois les fonctions de hachage et à la fois un réseau pair à pair. Donc c'est pas ça, c'est plein de technos qui existent depuis longtemps, et Bitcoin finalement c'est l'assemblage de ces technos avec bien sûr une quantification spécifique, etc. Ça a été bien pensé, mais en tout cas c'est avant tout un assemblage. Et ça permet du coup d'avoir un réseau sûr. Pour la première fois, d'avoir de la propriété numérique. Donc quand je transfère quelque chose, je n'en suis plus propriétaire, alors que dans le numérique, c'est d'habitude la norme. C'est-à-dire que si j'envoie une photo par email, finalement, je ne fais que la répliquer. Jamais je n'en suis plus propriétaire. Donc ça, c'est une vraie différence fondamentale. C'est résistant et incensurable. Alors ça, c'est extrêmement fort aussi. Hein. C'est ce qui fait que Bitcoin est émergé
et que Bitcoin se trouve actuellement dans sa position entre guillemets de force, parce que c'est peut-être un des seuls réseaux vraiment incensurables dans les cryptos. Et après, c'est aussi autonome, c'est-à-dire que pour que Bitcoin fonctionne, il n'y a pas besoin entre guillemets d'une entité particulière derrière Bitcoin. Bitcoin est un réseau totalement autonome. Et enfin, c'est fiable, transparent et immuable grâce à la blockchain de Bitcoin qui garde dans son registre finalement toutes les transactions passées. Donc ça, c'est une toute petite slide pour ne pas oublier que derrière le réseau, il y a des machines. Même si on parle beaucoup d'immatériel et que tout ça est fondé sur de l'immatériel, il y a bien des machines et de l'énergie dépensée pour sécuriser ce réseau. Et là, on peut se poser la question après de que faire avec. Donc Bitcoin, c'est bien beau. On a créé cette espèce de propriété numérique. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Bon, avant tout, on peut ouvrir en quelque sorte un compte avec une connexion Internet. Et ça, c'est déjà une prouesse, parce que quand on pense à tous les gens qui soit se font refuser des agences bancaires, en France, il y en a quand même l'équivalent de la ville de Marseille, de Français qui n'ont pas de compte en banque. Mais aussi quand on pense à tout le sud du monde qui est beaucoup plus débancarisé que nous, eh ben, ouvrir finalement un compte avec une simple connexion Internet et un mobile, c'est très pratique. Non, puis il n'y a pas que des gens qui sont non bancarisés parce qu'ils sont marginaux, parce qu'ils sont pauvres, parce qu'ils sont interdits bancaires. Si moi je veux ouvrir un compte en banque avec 3 d'entre vous tirés au hasard, je ne peux pas. Aucune banque, surtout si l'un d'entre vous est québécois et l'autre marocain, aucune banque ne va accepter. Alors qu'on peut parfaitement s'installer un wallet, s'en servir pendant quelques heures et puis le liquider après. Et ça fait partie de ce que j'ai mis en 4e sur la programmation. Enfin, Bitcoin, on peut programmer des opérations finalement, soit dans le temps, soit avec plusieurs personnes. Et c'est pour la première fois qu'on a vraiment une monnaie qui est programmable et surtout dont le code s'exécute, est exécuté non pas par un tiers, mais par le réseau lui-même. Donc finalement, ce qui est des opérations qu'on va propager sur le réseau Bitcoin sont irréversibles. Également, leur programmation est irréversible. C'est ça qui est intéressant. Ça veut dire que si je décide qu'avec Jacques et un autre compère, on a un compte à 3, c'est ce qu'on fait pour le Cercle du Coin, notre association, on peut définir un quorum. Par exemple, dans le cas du Cercle, c'est 2 sur 3. Et jamais on pourra outrepasser ce quorum ou faire une transaction seule. C'est-à-dire que cette adresse vraiment ne pourra répondre qu'à 2 signatures précises, minimum. Et donc ça, c'est très très fort d'avoir quelque chose qui est finalement au-delà du contrôle d'une entité, mais qui avant tout est régi par des règles, et les règles ne peuvent pas être surpassées ou dépassées. Donc après, il y a aussi la problématique du monde, dans le sens où Bitcoin est mondial par définition parce qu'il se sert d'Internet, donc on peut envoyer finalement de l'argent partout dans le monde très facilement, même s'il ne faut pas oublier que les Bitcoins ne se déplacent pas. Ce qu'on déplace finalement, c'est la propriété. On est sans cesse en train de transférer la propriété qu'on a sur des Bitcoins. Et enfin, on peut effectuer des preuves d'existence, voter en ligne, des microtransactions, créer des actifs. C'est tout finalement un pan nouveau d'organisation qui se met en place avec Bitcoin. Et il y a encore beaucoup d'inventions à venir. Et donc, je pense ça fait finalement un petit résumé de ce qu'est Bitcoin. Bitcoin, c'est avant tout une innovation protocolaire qui a des usages monétaires majeurs et principaux, et qui permet beaucoup d'autres usages à l'avenir, même si désormais il y a déjà des usages comme l'authentification ou les preuves. Et il faut bien garder en tête que c'est aussi grâce à sa structure pair à pair que Bitcoin a fait cette percée. Donc on est face finalement à une nouvelle cosmologie, donc des réseaux horizontaux et autonomes avec des consensus décentralisés. Donc maintenant, on va se poser la question de ce soir. Donc, est-ce que Bitcoin est un cheval de Troie pour le peer-to-peer? Donc, avant tout, il faut bien prendre en compte que Bitcoin, il y a quelque chose de très intéressant qui l'introduit finalement à tout à chacun et qui sert au peer-to-peer. C'est une prise de conscience sur la gestion des clés privées. Alors, finalement, au quotidien, on n'a pas du tout cette précaution, ou du moins elle n'est pas partagée parmi beaucoup de citoyens, et pourtant elle est extrêmement nécessaire si on veut mettre en place finalement une économie en pair à pair. C'est-à-dire que si on se sert, ce qu'on appelle l'économie collaborative actuellement n'est absolument pas une économie peer-to-peer, parce qu'on passe toujours par un prédateur pour finalement faire nos échanges. Et ça, c'est extrêmement problématique parce que ça veut dire qu'on délègue la propriété à la fois de nos actions, mais aussi de notre argent et de toutes sortes de choses à différents acteurs sans avoir nous-mêmes la clé
de ce qui nous appartient, que ce soit des données, que ce soit immatériel ou matériel. Et donc Bitcoin, en tant que finalement propriété numérique, permet d'attirer de nombreuses personnes et de nouveaux membres, entre guillemets, à se soucier de leurs clés et à se soucier à la fois de leurs clés et de leur vie privée et de la conservation de leurs clés et à prendre conscience de cette importance de constituer un jeu de clés numérique qui soit utile dans la vie de tous les jours pour réaliser des échanges réellement pair à pair. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est que Bitcoin a beaucoup plus de poids que le courrier, parce qu'on ne s'écrit pas tous en PGP alors que c'est une techno qui existe depuis longtemps et que c'est assez facile à réaliser. On ne s'écrit pas en PGP, donc on n'en a rien à faire finalement que notre courrier puisse être lu, parce que c'est le cas actuellement. Quand mon courrier est hébergé chez Gmail, Google peut lire mes emails. Donc apparemment le courrier n'est pas un vecteur assez fort, nos conversations ne sont pas un vecteur assez fort pour nous faire prendre conscience de l'importance de conserver nos clés. Mais la propriété l'est un peu plus, parce que quand on conserve son argent, on n'a absolument pas envie que quelqu'un d'autre en soit propriétaire, même si c'est le cas actuellement avec les banques. Mais dans le cas de Bitcoin, vu que généralement la démarche est de se réapproprier finalement la monnaie, c'est le cas. Alors, une remarque historique, le courrier était lu par les autorités avant qu'elles ne surveillent notre argent, donc on est habitué depuis plus longtemps. Ça s'appelait le cabinet noir. Et cette prise de conscience, elle est assez intéressante parce que à la fois, elle va, donner une certaine conscience de l'identité numérique, c'est-à-dire qu'une identité numérique, c'est avant tout quelque chose qu'on peut posséder, parce que si on ne la possède pas, on ne fait que déléguer cette identité numérique. Donc, elle peut être modifiable par un tiers, elle peut être censurable par un tiers, alors que si on en a la parfaite propriété, on est totalement protégé finalement contre toute manipulation numérique. Et donc il faut partir que l'identité est aussi un bien qu'on se réapproprie via un porte-clés numérique et la cryptographie asymétrique. Et c'est absolument nécessaire pour un monde pair à pair. Enfin, il y a un autre avantage, c'est que de nombreuses solutions sont développées pour réussir à rendre finalement ce passage de l'usage de clés plus facile. Parce qu'actuellement, sauvegarder des clés, ça reste casse-pied, hein, même dans Bitcoin. C'est une opération qui peut être assez délicate de s'assurer de bien conserver ses clés. Et il y a beaucoup de sociétés qui se creusent la tête pour rendre ça plus facile, que ce soit par des moyens biométriques, que ce soit par des moyens de hardware, etc. Mais on voit une explosion finalement de hardware qui n'existait pas avant, parce que Bitcoin et les crypto-monnaies ont créé de l'intérêt pour cette logique des clés. Et encore une fois, c'est vraiment bénéfique à toute l'économie pair à pair. Parce que la hausse du cours de Bitcoin a suscité. S'il était resté à moins de 1 centime, je pense qu'il n'y aurait pas de... C'est sûr. Et enfin, il y a un travail d'éducation, comme ce qu'on est en train de faire ce soir, finalement, qui n'aurait peut-être pas été fait. En tout cas, moi, je ne l'aurais sûrement pas fait si je n'avais pas connu Bitcoin. Donc, c'est vraiment une certaine révélation sur nos usages numériques que Bitcoin nous permet ici. Donc, il agit comme un révélateur sur la notion de clé privée et il nous permet de devenir souverain numériquement, y compris sur notre intégrité, ce qui n'était pas le cas avant, parce qu'on ne se rend pas compte qu'on est sans cesse en train de déléguer nos identités et notre propriété numérique. Il y a une seconde chose assez intéressante, c'est la marginalité dorée. Alors j'appelle ça comme ça, mais c'est en quelque sorte le fait que pour la première fois, la marginalité est plein de pognon. C'est quelque chose qui est arrivé assez peu de fois dans l'histoire, qu'il y ait énormément d'argent dans un secteur finalement qui soit proche du pair à pair, proche du libre, etc. On a vu des expériences comme la fondation Linux, comme la fondation Wikipédia, mais c'est assez rare ce genre de projet qui fonctionne au niveau monétaire et sur le long terme. Alors qu'avec le cas de Bitcoin, vu que l'argent est au centre finalement du débat et que les premiers adopteurs de Bitcoin sont avant tout ceux qui l'ont codé, donc ils ont bénéficié d'une hausse du cours drastique. Et l'intérêt de Bitcoin, c'est qu'il s'est autofinancé depuis le début, sans aucun problème. Et en plus, il a permis finalement d'investir dans de nombreux autres projets, parce que les capitaux sont immenses. Il n'y a jamais autant de capitaux en R&D sur des projets de R&D. Cette fortune qui est... sui generis, qui est apparue d'elle-même, non seulement elle autofinance, mais elle défend la communauté d'une certaine façon contre la prédation des États, ou des grandes sociétés dans la guerre des talents.
Et là, voilà, la Bitcoin résout un véritable problème parce que le peer-to-peer a toujours, enfin, selon moi en tout cas, et comme je le vois, et quand je dis le peer-to-peer, je pense aussi un peu au monde du logiciel libre, a souffert d'une certaine difficulté à trouver finalement des modèles économiques qui permettent d'avoir un effet de réseau fort et donc une utilisation globale. Comme je disais, les dons, ça peut fonctionner, hein, c'est le cas de Wikipédia. Après, il ne faut pas oublier aussi il y a pas mal de grandes entreprises du libre ou du pair à pair comme Mozilla qui sont aussi irriguées finalement par Google. Hein. Mozilla sans Google, ça n'existe plus. C'est Google qui paie pour le développement de Mozilla, ce qui est assez presque amusant, j'ai envie de dire. Et donc il faut bien penser que Wikipédia est une exception. C'est très dur, je pense, d'avoir beaucoup d'entreprises qui pourront avoir le modèle de Wikipédia, tel qu'il a été conçu à l'époque. Mais Bitcoin, justement, ça permet, comme je disais, de financer massivement de la R&D. Il y a quand même des projets qui ont levé des centaines de millions, voire des milliards sur des papiers de R&D techniques sur des protocoles de réseaux à consensus décentralisé. C'est quand même assez dingue. Aucune entreprise n'aurait misé dans des trucs comme ça avant. Aucun banquier d'affaires et aucune autorité de régulation n'aurait mis sa précieuse signature sur des choses pareilles. Oui. Donc finalement, cette liberté qui a été donnée à ce nouveau Far West a permis l'émergence de gros projets de R&D qui n'avaient pas pu voir le jour avant et dont finalement les entreprises n'avaient pas forcément intérêt à investir massivement de la R&D pour permettre à leurs clients de se libérer d'eux-mêmes. Donc là, on a vraiment, encore une fois, une démarche autonome à la marge, mais cette fois-ci avec beaucoup de moyens. C'est ça qui change la donne. Et après, il y a encore autre chose, c'est que la recherche, elle est plus cantonnée au court terme. On peut faire des recherches sur le long terme parce que, en plus, l'économie de Bitcoin est censée être croissante sur le long terme. Donc les entreprises ne sont pas forcément inquiétées sur le court terme, surtout quand elles lèvent des millions et des milliards. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça permet de penser long terme. Et on sait à quel point penser long terme est généralement positif pour l'architecture de n'importe quel projet. Il y a encore autre chose d'assez intéressant, c'est l'alignement des intérêts. Ça veut dire que tout Bitcoin et la crypto-monnaie fonctionnent sur une logique d'alignement des intérêts qui est extrêmement finalement importante pour réussir à faire en sorte que tout le monde aille dans la même direction et soit impliqué dans le développement du réseau au mieux parce qu'il a tout intérêt à ce que le réseau se porte le mieux possible. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que dans les schémas classiques, on va dire, soit de l'open source, soit du pair à pair, c'est pas forcément le cas. Il n'y a pas forcément des mécanismes d'incentive intrinsèques au projet ou au protocole. Quand on voit par exemple le torrent, les mécanismes d'incentive, ils sont mis sur les forums. C'est-à-dire qu'il y a plein de forums ou de trackers où il faut que vous envoyiez plusieurs fois un fichier pour pouvoir télécharger un fichier. Donc là, on vous force finalement par une seconde couche à adhérer à un certain système d'incentive. Et encore, généralement, il est inégalitaire, il va être fondé aussi sur des possibilités d'acheter pour aller plus vite, etc., etc. Donc, dans les crypto-monnaies, on a toujours une logique d'alignement des intérêts pour faire en sorte que la richesse profite à tout le monde. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et ça va de pair avec la collectivisation des revenus, dans le sens où, dans Bitcoin, l'intérêt est à ce que tout le monde s'enrichisse, parce que s'il y a un gros déséquilibre, Bitcoin n'arrivera pas à percer un plafond de verre, parce que les gens auront peur de ces trop grosses fortunes qui peuvent faire effondrer le cours du Bitcoin. Donc il y a toujours aussi une logique d'équilibre qui est assez fine, et l'intérêt, c'est que toutes ces logiques-là sont réplicables très facilement à d'autres entités, d'autres organisations, ce qu'on peut voir avec les DAO. Donc ça permet finalement un vrai peer-to-peer non prédateur, parce qu'il n'y a plus d'intermédiaires et que l'entièreté du réseau profite finalement de la création du réseau et de l'amélioration du réseau. Et enfin, il y a aussi quelque chose d'important, c'est l'incensurabilité, comme je disais tout à l'heure, qui permet finalement d'avoir des organisations qui ne vont plus être contrôlées ou contrôlables. Bon, ça, on peut y voir des défauts comme des qualités. Moi, personnellement, j'y vois des qualités. Je préfère que la sanction soit a posteriori, que l'autocensure soit a priori. Et enfin, il y a bien sûr la nécessité d'une certaine accessibilité à tous ces concepts. Et avec tout cet argent, mais de plus en plus, maintenant que les projets, on va dire, protocoles plus bas niveau sont plus ou moins tous en route, les grands projets ils sont à peu près connus dans l'écosystème, c'est vraiment pour améliorer la scalabilité, les performances, trouver de nouveaux concepts, mais globalement, la direction que prend la crypto-monnaie actuellement, on peut la voir. Mais le gros problème, c'est l'accessibilité, c'est que tout le monde puisse participer très facilement finalement à cette économie, à ces réseaux. Et encore une fois, là, le fait d'avoir beaucoup d'argent permet de trouver des mécaniques qui pourront faire que les sites ou les projets ou les applications seront également attractives. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que c'est une rupture qui existe dans le logiciel Bit depuis très longtemps, finalement, où on peut avoir des choses très performantes, mais absolument
pas accessibles, qui font qu'il y a un vrai gap entre finalement le monde du libre ou le monde des développeurs et le monde de manière générale. Et là, on a peut-être finalement un recoupement intéressant. Jacques, peut-être un mot ? Non, allez-y. Et enfin, le dernier point, c'est la gouvernance. C'est un cheval de Troie pour la gouvernance parce que finalement, là où le peer-to-peer souffrait aussi de pas mal de problèmes de gouvernance, parce que c'est extrêmement difficile finalement de s'organiser en ligne et en pair à pair et de manière horizontale, tous les projets des cryptos, par leur essence finalement décentralisée, mais aussi le fait que leur valorisation a rendu important le fait de réussir à s'entendre à grande échelle, la question de la gouvernance s'est posée. Donc on peut la critiquer dans Bitcoin avec la hachocratie qui est Bitcoin, entre guillemets, ou on peut critiquer le proof of stake qui soit une certaine plutocratie, mais dans tous les cas, la question de la gouvernance se pose là où elle ne se posait pas forcément, ou du moins elle ne se posait pas au niveau protocolaire, parce que dans les crypto-monnaies, on peut finalement forcer l'usage d'une norme de gouvernance, là où on ne pouvait pas le faire avant. Et donc c'est une véritable révolution aussi dans le peer-to-peer, où il y a toujours eu des difficultés finalement à s'organiser à grande échelle, et avec parfois l'obligation de revenir à des systèmes centralisés pour, ne serait-ce que par exemple gérer les fonds d'une fondation comme la fondation Linux. Forcément, ils doivent utiliser un compte en banque pour gérer leurs fonds. Donc finalement, on revient à une sorte de centralisation. Et pour ce qui est de la gouvernance, l'avantage, c'est que même en ayant une gouvernance qui peut être assez désorganisée, elle se forge finalement au fur et à mesure du temps. Et ça, c'était très dur d'avoir ça avant d'avoir une chaîne des événements finalement et des identités particulières. Même si ces identités-là, dans le cas de Bitcoin, elles dépendent du hash finalement, même si, bien qu'il y ait des parades qui aient été trouvées pour faire en sorte que le réseau ait aussi son mot à dire dans sa globalité, mais là je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais en tout cas, vraiment cette question se pose. Et la question de la mise à jour des projets se pose aussi de la même manière. Là où c'est très dur de mettre à jour des protocoles habituellement, HTTP 2 par exemple a mis plus de 10 ans ou autre à pénétrer le marché, il n'a pas encore totalement pénétré. Dans le cas des crypto-monnaies, vu qu'il y a encore une fois un incentive économique, tout le monde essaie de trouver la meilleure mise à jour et de se mettre à jour. Et ça, c'est encore une fois extrêmement important parce que ça garantit une certaine évolutivité. Parce que s'il n'y a pas d'évolutivité, il y a une chance de finalement perdre de la valeur et donc que le protocole, tout le monde perde aussi de la valeur dans ce protocole. Donc après, il y a des projets qui vont même essayer de créer de la gouvernance dans le protocole même. Donc ça, c'est encore plus intéressant. Ça veut dire que vous allez voter finalement les lois dans le protocole. Et ça permet d'instituer un certain protocole de mise à jour dans le protocole. Et ça, c'est vraiment une nouvelle manière de voir les choses. Et les DAO vont sûrement finalement être régis de cette manière pour que les réseaux ils restent autonomes et souverains, et que la gouvernance soit fluide et la plus juste possible, en tout cas pour ceux qui le souhaiteront. Et l'avantage final, comme je disais tout à l'heure, c'est que ce modèle il est réplicable, donc n'importe quelle organisation peut potentiellement penser une adaptation pour elle-même et pour pouvoir régir finalement sa vie de tous les jours. Et ça couvre quasiment tous les sujets parce qu'on va pouvoir voter, on va pouvoir échanger de la valeur, on va pouvoir finalement s'organiser sur des règles, et généralement c'est tout ce dont on a besoin dans une organisation. Alors, les applications faciles d'usage, elles ne sont pas encore forcément là, mais en tout cas, toutes ces réflexions ne cessent de maturer et de trouver finalement des réalisations chez des porteurs de projets. Donc c'est vraiment intéressant, et c'est peut-être cette année d'ailleurs qu'on va avoir un retour un peu de l'âge des DAO. Donc Bitcoin, c'est un véritable labo pour la gouvernance finalement à grande échelle, des projets autonomes et décentralisés. Et ça permet d'entrevoir un monde peer-to-peer où il est possible de garder une souveraineté individuelle, mais aussi de garder la souveraineté finalement du réseau. Et ça, c'est extrêmement important pour se prémunir à la fois peut-être des GAFA et d'autres prédateurs. Et donc, on peut se poser enfin la question finale, est-ce que c'est une clé de voûte ou un cheval de Troie ? Est-ce que finalement Bitcoin introduit ces concepts dans la société à travers l'usage finalement de Bitcoin ? Ou est-ce qu'on est vraiment sur une logique de clé de voûte, c'est-à-dire que c'est ce qui va faire tenir l'ensemble ? Donc Bitcoin, c'est bien souvent, comme j'ai mis, décrié pour son aspect monétaire, vraiment, son aspect de révolution monétaire. Mais même si ça apporte une véritable alternative à la monnaie, et ça permet une souveraineté totale sur elle,
c'est avant tout, finalement, une révolution des usages, une révolution assez générale des usages, parce que Bitcoin va agir comme un cheval de Troie, en ce sens qu'on va le voir problématique pour son usage monétaire, mais finalement il est en train de révolutionner et d'offrir un cadre à toutes sortes d'usages pair à pair et décentralisés. Et ça c'est extrêmement fort parce que c'est une révolution plus sociétale que monétaire. Et donc Bitcoin, en ce sens, est aussi peut-être la clé de voûte du pair à pair, parce que c'est cette pierre qui va permettre de faire tenir les fondements du peer-to-peer, là où il pouvait avoir des problématiques, grâce à ces briques technologiques qu'il apporte finalement, que ce soit au niveau de la gouvernance, que ce soit au niveau de la gestion des clés, que ce soit au niveau de la monnaie, de l'identité. Il y a de nombreux sujets sur lesquels on va se poser de nouvelles questions et on va réussir beaucoup plus facilement à cohabiter et à prendre des décisions ensemble. Et enfin, Bitcoin, du coup, devient une certaine première pierre de l'édifice d'une future société peer-to-peer et décentralisée. Et pour moi, c'est comme ça qu'on doit le considérer, même si son usage, à proprement dit, il se rapproche pour l'instant celui d'un or numérique ou d'un tampon universel. Mais en tout cas, sa plus grande révolution, à mon sens, c'est d'apporter au monde ces nouveaux outils pour créer une société décentralisée, autonome et horizontale. Donc maintenant, merci pour votre attention. On va peut-être débattre un peu avec Jacques. Et si vous avez des questions, pareil, échanger un instant. Bon, quand Adli m'a montré ses slides, qui étaient plus nombreuses que ce qu'on avait dit au départ, je lui ai dit, écoutez, tout est fait. Comme on est d'accord sur tout, on ne va peut-être pas se disputer. Moi, je voudrais revenir sur quelques points. Peut-être en partant des métaphores qui ont été employées. Alors on parle de clé de voûte. Qui dans la salle pense qu'on met la clé de voûte en dernier quand on construit une voûte? Qui pense qu'on la met en premier? Qui pense pas. Alors, moi je pensais qu'on la mettait en dernier, comme tout le monde. Je regardais sur Wikipédia, je trouvais des choses un peu étonnantes. J'ai appelé un copain qui est prof de fac d'histoire médiévale, qui m'a laissé entendre qu'il y avait la réponse dans un autre livre et qui m'a raccroché au nez. En gros, la plupart des gens pensent qu'on la mettait en dernier, mais ceux qui ont essayé, je ne sais pas si vous connaissez le château de Guédelon qu'on refait en Bourgogne avec les usages, les outils, etc. du XVe siècle, en sont arrivés à l'idée que peut-être il valait peut-être mieux la mettre en premier. Et donc ça nous renvoie un petit peu au paradoxe décrit par Adli, c'est-à-dire le positionnement respectif de cet étrange objet polymorphe qui est à la fois une monnaie, etc., et de l'ambition sociétale, anthropologique, de construire quelque chose entre nous sur la base du pair à pair et non pas sur la base d'une allégeance ou d'une obédience à un commun souverain. Après, tout d'un coup, j'ai été pris d'un scrupule de latiniste et je me suis dit, mais pourquoi on parle de clé de voûte? Vous avez dit clé de voûte, la clé de voûte. Il y avait un jeu de mots, clé de voûte, clé privée. Bon, la clé privée, on pense à la clé qu'on a dans la poche. La clé de voûte, c'est moins évident. Pourquoi on appelle ça une clé de voûte? Alors j'ai fouillé, j'ai pas réussi non plus, donc c'est une série d'échecs pour moi la préparation de cette conférence, à savoir si ça venait du latin clavis, qui donne la clé, et qui en fait désigne plutôt le clou, parce qu'à l'époque une serrure fonctionnait en fait un peu comme dans, vous savez, tire la bobinette, etc. C'était pas encore, on rentrait un clou qui faisait tomber un machin, etc. Ou du latin clava, qui veut dire la baguette, la massue, et chose amusante, qui désigne aussi la citale, c'est-à-dire le bâton spartiate, qui est un procédé cryptographique ancien. Alors, est-ce que la clé de voûte, elle est là comme un bâton, quelque chose de dur, comme un clou, comme une clé? En tout cas, dans tous ces mots, qui ont certainement une racine commune, il y a l'idée de quelque chose qui s'insère, et pas de façon harmonieuse. Quand on pense à la clé de voûte, on imagine une sorte d'équilibre. Alors tout ce qu'Adli a dit est vrai, une sorte de répartition des intérêts, etc. Non, il y a quand même le fait qu'on joue, si ce n'est avec le feu, du moins avec la poussée, de choses qui pèsent des centaines de tonnes, qui se promènent à des dizaines de mètres au-dessus de votre tronche et qui peuvent vous tomber dessus. Donc il y a un certain travail, il y a une certaine violence exercée, et ce mot de clou, clé, etc., le rappelle. Donc Bitcoin, c'est pas non plus un instrument pacifique, c'est quelque chose qui a vocation à rentrer de force. Dans quoi, je ne sais pas, mais il y a dès le départ l'idée d'une certaine maîtrise technologique qui va permettre de faire tenir quelque chose qui normalement devrait se casser la figure. Adli a parlé de cheval de Troie. Alors, il n'a pas dit dans quoi, cheval de Troie. Le cheval de Troie, il rentre dans Troie, c'est-à-dire dans une citadelle. Là encore, les métaphores sont quand même des métaphores qui expriment un certain usage de la force, de la ruse, de l'intelligence
mais aussi de la force, parce que c'est pas tout de faire rentrer le canasson en bois dans Troie. Si à l'intérieur il y a des caramels mous, il se passera rien. À l'intérieur, il y a des gus lourdement armés qui vont tailler les assiégés en pièces. On est face à des citadelles oligopolistiques, à qui on dit la technologie blockchain va vous permettre de gagner des millions. Mais enfin, il y a quand même l'idée de rentrer dedans, et dans le cheval de Troie, il n'y a pas que des amis. C'est une arme de guerre. Et alors, curieusement, je me suis dit, mais pourquoi Troie? Qu'est-ce qui s'est passé à Troie? Alors, pour ceux qui auraient oublié leur mythologie, il y a quand même eu l'histoire de l'enlèvement de la belle Hélène, qui était avec son mari, qui est partie avec son amant dans l'autre ville, et ça a fâché les copains du mari, etc. Il y a quelque chose dont on a été privé. Si on est dans le cheval de Troie, on vient par la force et la ruse et l'intelligence et l'adresse récupérer quelque chose, la belle Hélène, allusion fine au Lightning Network, qui nous a été volé, qui est probablement notre liberté. Adli a dit que c'était un développement autofinancé, et c'est vrai que cette disruption majeure est généralement pas vraiment vue. Même parfois, il nous arrive dans notre activité d'évangélisation, quand on évangélise non pas des adeptes du peer-to-peer, mais des députés ou des hommes politiques, de leur dire, mais cette fortune dont vous nous faites grief, elle n'est pas prise dans votre poche, et au contraire, elle nous permet de nous passer de vous, et voilà. Mais ça, c'est pas vu. C'est une disruption majeure, mais c'est une disruption sur le terme d'une émergence. Et c'est pas 150 000 fois dans l'histoire qui s'est créé ex nihilo une forme nouvelle de richesse. Pas plus de la richesse ancienne, la croissance économique. On pourrait presque dire une forme nouvelle de vie, même si ça se produit assez souvent. Voilà. Mais là, c'est une espèce de vie numérique. On peut le voir aussi comme un objet dont on est finalement, les mineurs, ils sont là comme des abeilles qui butinent des fleurs parce qu'ils ont quelque chose à gagner, en fait, finalement, à miner. Qu'est-ce qu'il est Bitcoin poète est assez organique, indépendant, en sens, c'est presque c'est presque de la vie, parce que ouais, moi, je dirais surtout le dard de l'abeille. Ça se réplique, c'est forkable, donc ça se réplique. Ça n'a pas besoin c'est autonome dans le sens où ça va vivre un peu comme un parasite. Il va falloir des gens pour ça va se céder d'un corps pour vivre. Enfin, on peut aller assez loin dans cette métaphore du Bitcoin vivant. Donc, vu de l'extérieur, Bitcoin est une émergence. On parle beaucoup de disruption, mais disruption, ça veut dire simplement mettre le boxon dans les affaires d'autrui. L'émergence, c'est une plaque continentale, c'est un nouveau pays. Adli a eu raison de parler de ce paysage dont on peut ce paysage numérique dont on peut accaparer, cerner de barbelés des parcelles. Donc c'est un côté Far West, mais c'est aussi l'émergence d'une nouvelle souveraineté. Adli a parlé de la souveraineté sur nos données. C'est un terme que j'aime pas. Alors on s'est déjà disputé là-dessus. Je pense que c'est une simple propriété. La souveraineté, c'est la propriété pour un corps social de ne prendre ses ordres de nul autre. Donc c'est rarement un individu qui est souverain. C'est un corps social qui se définit comme ne prenant pas ses ordres ailleurs. Et ça ne veut pas dire qu'il ne prend pas d'ordre. Il prend un nouveau type d'ordre ou il les prend ailleurs. Avec Bitcoin, il y a quelque chose qui fait que, quoi qu'en pensent les souverains, les États territoriaux, qui voient apparaître ça, ils disent mais vous n'avez pas le droit de faire une monnaie parce que c'est régalien. Et un certain nombre de gens pro-Bitcoin disent non, mais la nôtre, elle est pas... Si, en fait, moi, ma réponse, quand on dit vous n'avez pas le droit, c'est régalien, je réponds comme Mitterrand un jour, oui, vous avez raison, c'est régalien. Bien sûr que c'est régalien. Mais pourquoi est-ce qu'une communauté, qu'elle vive dans le cyberespace, qu'elle s'organise, que son réseau soit différent de celui de la société française ou européenne, en quoi cette société ne ferait pas émerger une nouvelle forme de régalité et de souveraineté? Alors, en fait, la question que se posait Adli, savoir un peu entre le peer-to-peer et Bitcoin, ce qui est le cheval de Troie, ce qui est la clé, c'est un problème politique connu. C'est est-ce que c'est les nations qui créent les États ou les États qui créent les nations? On peut en parler à perte de vue. Il y a un groupe humain qui est organisé, qui a sa gouvernance, et cette gouvernance, ne dépendant que de lui, ce groupe humain peut être défini comme souveraineté. Et en ce sens, Bitcoin, pour moi, c'est aussi l'émergence dans le cyberespace et dans le monde qui traite de pair à pair
d'une forme d'attributs nouveaux, d'attributs régaliens nouveaux, qu'on n'avait pas, par exemple, dans Torrent, qu'on n'avait pas dans les échanges de films licites ou cochons, qu'on n'avait pas dans toutes les choses qu'on pouvait faire en pair à pair. Il n'y avait rien de régalien. Ça existait avant. Et là, il apparaît quelque chose qui, manifestement, depuis l'Antiquité, est régalien et qui apparaît par le développement naturel de la société du pair à pair. En ce sens, on peut aussi ajouter la justice, parce que finalement Bitcoin est en train de créer une certaine sorte de justice. Il y a aussi des applications, des applications décentralisées qui permettent de faire appel à des jurés, ce genre de choses. Donc il y a de la justice qui se met en place, il y a du vote qui se met en place. Finalement, c'est un vrai vol des institutions, c'est ça la question. Enfin, c'est pas un vol, parce que c'est des nouvelles institutions. C'est l'émergence de nouvelles institutions. Il n'est dit nulle part que le pair à pair doit être anomique, doit être bordélique, pour parler français. Il a sa propre organisation, et cette organisation, avec Bitcoin, s'est dotée d'un nouvel élément de souveraineté. Moi, c'est mon approche. Après, que cet élément de souveraineté soit à son tour utile au développement organique de ce groupe essentiellement humain pour le moment, c'est non moins vrai. C'est clair qu'aujourd'hui, il n'y a pas de peuple qui ne soit pas dans un État, pas d'État qui ne soit pas dans un processus de création monétaire.